Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Talk du Figaro. Vous pouvez poser vos questions en direct à notre invitée du jour, Hélène Geoffroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge de la ville. Vous avez été nommée à l'occasion du dernier remaniement en février dernier. François Hollande a annoncé hier un plan en faveur de la rénovation urbaine, 100 millions d'euros dès 2017 et un plan en tout d'1 milliard d'euros sur la période 2017-2024. C'est pour faire quoi? En quoi ça peut favoriser l'emploi dans les quartiers? Bien écoutez, l'annonce du président de la République était importante. Elle était d'abord financière. 1 milliard d'euros, cela veut dire une capacité accrue de faire des équipements publics dans nos quartiers populaires, de les améliorer. Vous savez, les sujets des écoles et de leur état étaient un sujet qui a traversé plusieurs villes. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir accompagner la restructuration de l'endroit où se fait la promesse républicaine, l'école, mais aussi les équipements sportifs et culturels. Donc il va y avoir des grands chantiers dans les quartiers? C'est les chantiers du renouvellement, de nouveaux programmes de renouvellement urbain qui existent déjà. Il y a déjà 5 milliards d'euros à l'agence. 1 milliard d'euros supplémentaires, ça veut dire autour du cadre de vie, du bâti qu'on rénove, et c'est important donc de le des rendre appels d'offres, mais généralement qui ne favorisent pas forcément du travail. Oui, parce que l'agence, dans son règlement intérieur, a mis en place des clauses d'insertion et une obligation de travailler avec les territoires. Donc c'est une véritable opportunité en termes d'heures de travail. C'est déjà le cas sur les chantiers de l'ANRU en cours, mais cela va devenir parfaitement obligatoire et être renforcé. Mais hier, c'était aussi l'occasion pour le président de la République de s'adresser aux habitants des quartiers populaires qui sont conseillers citoyens. C'est un C'est un électorat qui est important pour François Hollande aussi, qui a massivement voté pour lui en 2012, depuis qui a un petit peu délaissé le président de la République. Justement, cette annonce-là, est-ce que c'est pas pour séduire de nouveau les habitants des quartiers? Ce qu'il a reconnu en étant président, le président de la République, un long moment, c'était d'entendre les habitants qui s'engagent. Parce que les conseillers citoyens, pour la première fois en France, le dispositif a été créé en 2014 par la loi Lamy. Ça a été de dire: les habitants des quartiers populaires doivent être associés à la prise de décision pour la transformation de leur quartier. Donc, ils parlent rénovation urbaine, ils parlent emploi, ils parlent éducation, ils parlent sécurité, ils parlent santé. Et nous l'avons fait tout au long de la journée et nous l'avons restitué devant le président, qui a redit aux habitants des quartiers populaires: vous êtes la République et vous êtes la France. Et là, nous sortons d'1 an et demi de débat excessivement stigmatisant pour les habitants des quartiers populaires. Il était temps aussi de redire l'attachement de la nation et de leur dire que nous sommes partie prenante de la France. Quel est le bilan véritablement du gouvernement justement sur les banlieues, sur les quartiers? Il y a eu beaucoup de promesses en 2012 et beaucoup n'ont pas été réalisées finalement. Je pense au contrôle aux faciès, au droit de vote des étrangers. Mais c'est symbolique quand même pour eux. Ce que nous avons fait, mais je vais répondre, ce que nous avons fait fondamentalement, c'est que nous avons d'abord dit que, nous continuons à transformer les quartiers, nous mettons d'un point de vue urbain, mais surtout que nous nous assurions que toutes les politiques publiques fonctionnaient. Aujourd'hui, le chômage baisse aussi dans les quartiers populaires, 2,3% en moins sur l'année qui vient de s'écouler, pour la première fois depuis 8 ans. C'est-à-dire que chaque fois on a dit, on met en place un type de dispositif, la garantie jeune, les emplois d'avenir, on s'assure que les habitants des quartiers populaires y ont accès, ce qui n'était pas le cas. De ce point de vue-là, nous avons changé la nature des choses. Et puis nous avons travaillé sur la question de ceux qui vieillissent, des étrangers qui vieillissent aujourd'hui dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons facilité l'accès à la nationalité française, les allers-retours, parce que nous leur devions cela, parce qu'ils ont reconstruit notre pays. Le droit de vote, c'était impossible à faire. Nous n'avons pas pu le faire, nous n'avions pas les conditions réunies pour le faire aujourd'hui. Mais nous avons travaillé de façon concrète. Moi, je suis une ministre qui veut que les choses soient opératoires. Parce que sinon, on peut s'installer un sentiment de défiance avec les habitants. Vous savez, les habitants des quartiers populaires sont patients. Ils ne doivent pas devenir résignés. Il faut qu'ils voient les choses. Ils ont vu leur quartier se transformer. Hier, vous auriez interrogé, nous avions 1000 conseillers citoyens. Ceux qui ont déjà eu la rénovation urbaine ont vu les résultats. Ils me disent, il faut encore continuer pour notre jeunesse. Il faut qu'elle trouve toute sa place dans la société. Or, aujourd'hui, nous devons encore lutter contre des discriminations, lutter pour donner plus de réussite scolaire. Et c'est ce que nous faisons quand nous mettons des enseignants dans les quartiers populaires et des policiers pour les raisons de sécurité. Vous avez dit qu'on sortait d'1 an et demi de discours stigmatisants justement à leur égard, mais ça venait aussi parfois de la part de membres du gouvernement. Je pense notamment à votre ministre de tutelle, Patrick Kanner, qui avait parlé de l'existence de Molenbeek sur le territoire français. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a quand même des discours assez durs à l'égard des populations. Alors, il n'a pas dit d'abord qu'il existait, mais moi j'ai dit que je ne partageais pas la formule. Aujourd'hui, nous sommes sur les questions de la radicalisation et ne concerne pas les quartiers populaires en tant que tels. C'est une question de toute la société française. Aujourd'hui,
Ceux qui se radicalisent viennent de toute la société française. Pas plus des banlieues et des quartiers. Alors, cela ne veut pas dire qu'on ne voit pas les difficultés, on ne les lit pas. Nous avons des plans de prévention et de lutte contre la radicalisation qui intègrent tous les ministères. Mais c'est ça le sujet. Ce n'est pas le sujet du ministère de la Ville, c'est le sujet de la société. Et aujourd'hui, dans le débat qui a eu lieu, nous avons comme cela alourdi la charge qui pèse sur les habitants qui connaissent le plus de précarité et de difficultés. Et je regrette que la droite, elle, ne cesse de stigmatiser et de taper sur nos quartiers populaires avec des discours très faciles. Justement, on va parler de la droite, Hélène Geoffroy. Nicolas Sarkozy, je ne sais pas si vous avez suivi, revient sur sa stratégie du ni PS ni Front National, en tout cas à l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'en cas de second tour François Hollande-Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy a dit hier qu'il voterait François Hollande. C'est quand même un revirement par rapport à son discours avant. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est une bonne chose? Jean-Christophe Cambadélis, qui est le patron du Parti Socialiste, a salué un tournant pour la démocratie. Moi, en tout cas, cela me rassure finalement. Nous sommes bien dans une sphère dans laquelle finalement les républicains le Front républicain existe encore, peuvent se trouver. Moi, je pense que cela a encore du sens. De même qu'on a voulu à un moment se dire que le vivre ensemble n'avait pas de sens, je le vois dans les quartiers populaires, les gens y tiennent aux valeurs de la République, ils tiennent à la cohésion nationale. Et nous avons fait les bons choix au niveau des élections régionales quand nos listes se sont retirées. Et moi, je ne peux que me réjouir que l'on se dise qu'il y a ceux qui partagent un socle républicain, le principe de la laïcité, et que d'autres partis ont fait de leur fonds de commerce, si je puis dire, la division et la séparation et le développement séparé entre les habitants. Est-ce que Nicolas Sarkozy opère une sorte de recentrage de sa ligne politique ? En tout cas, on peut penser qu'il se rend compte que le discours excessivement stigmatisant qu'il a pu avoir, y compris vis-à-vis des habitants des quartiers populaires, sur les questions d'histoire, de mémoire, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas parler à une société française qui a aujourd'hui de multiples visages et qui l'assume en réalité sur le terrain et qui sait que son histoire est venue de tant de mouvements divers et qui a surtout envie de vivre ensemble aujourd'hui. Et c'est ce que nous portons à gauche et c'est ce que porte François Hollande, c'est de dire on a besoin de cohésion, de rassemblement et de respecter l'état de droit. Nicolas Sarkozy est en train de se rendre compte que c'est l'aspiration des Français. Alors c'est un front républicain qui est quelque part à deux vitesses, puisque par contre pour les élections locales et législatives, il n'appellerait pas à voter Parti Socialiste. Pas cohérent, ça ne va pas assez loin, c'est pas cohérent. Ça manque de cohérence. Qu'un président élu s'appuie sur une majorité parlementaire et donc sur des députés. Donc ce qui est valable au niveau national, pour le président, les pour les législatives et les pour le niveau local. Nous l'avons appliqué. Vous imaginez bien ce que cela a coûté de se dire que dans certaines régions aujourd'hui, nous n'avons plus de représentants en tant que tels, alors que nous portons, on s'est retiré en faveur de la droite, alors que nous portons des valeurs que nous voulons défendre, des politiques publiques qui sont importantes. Toutes les politiques que porte la région sont en termes de formation, par exemple. Aujourd'hui, c'est au cœur des sujets que nous avons nationalement, que nous ne pouvons pas redéployer au niveau local, mais nous avons assumé cette responsabilité, parce que c'est la responsabilité de tous les partis républicains, de mon point de vue, de s'assurer que la cohésion est maintenue. On va parler du gouvernement et du président de la République, François Hollande. Vous êtes un de ses soutiens. Il n'en reste plus beaucoup, mais vous vous accrochez et vous vous appelez à sa candidature. Son livre, pas son livre, mais le livre des journalistes sur ses confessions, a causé quand même beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il aurait dû être fait ? Moi, en tout cas, le livre est là. Une fois que les choses, c'est aussi mon côté assez de formation scientifique. Moi, je ne réécris pas l'histoire. En tout cas, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous pouvons apporter un bilan. Et c'est ça le plus important. Au moment où le président de la République va se retrouver devant les Français, ce qui va être déterminant, c'est est-ce qu'il peut pleinement redonner de la cohérence à ce que nous avons fait. Et moi, je le crois. Vous l'avez lu, ce livre ? Non, en plus, je ne l'ai pas lu. Et porter des personnes... J'avoue que moi, j'étais en train d'organiser une rentrée citoyenne pour rassembler mes 1000 conseillers citoyens et 15 000 sur les territoires nationaux. Et que là, ce sujet des gens, ça a été, vous le verrez, et j'ai vu près de 3000 personnes sur ces 6 dernières semaines. Leur sujet a été toujours les questions d'emploi, de sécurité, d'image des quartiers populaires et de considération. Mais je vais quand même répondre à votre question. Ça a été de se dire, finalement, une conviction que chacun a partagée, c'est qu'à un moment, on a une responsabilité collective à dire ce que nous voulons. Protéger un modèle social, redresser les comptes de la France, nous l'avons fait. Et quel message de rassemblement nous portons pour la suite. Et moi, je sais que François Hollande, parce qu'il a été éprouvé comme les Français, parce que nous avons vécu, mais en étant en responsabilité la plus grande, pendant 1 an et demi, a été au cœur de déchirements. Je sais qu'aussi, demain, ce sera le candidat le plus à même de rassembler. C'est pour ça que j'appelle à sa candidature. Il va forcément se présenter.
En tout cas, moi, je le souhaite. C'est lui qui prendra la décision. Il l'a dit en décembre. Mais moi, je souhaite Et puis, je le dis aussi, nous devons être fiers de ce que nous avons fait et fiers de ce que nous pouvons encore porter. Il y a quand même une crise, non, au sein du gouvernement. Bien sûr. Quelle est l'ambiance au Conseil des ministres? Au sein du gouvernement, mais c'est vrai qu'il y a une interrogation. Une interrogation, des doutes, une inquiétude? Évidemment, il y a des inquiétudes qui se retranscrivent dans les sondages que vous éditez régulièrement. Mais c'est normal parce que la société aujourd'hui se demande si ces élus, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord, si leurs responsables apporteront des réponses à tout. Et nous devons leur expliquer les réponses que nous avons déjà apportées et ce que nous ferons. Mais le débat est encore confus. Alors, il se clarifiera avec les désignations des candidats et là, nous serons dans un face-à-face avec les Français. Mais est-ce qu'il doit parler, justement, avant même sa candidature? Est-ce qu'il doit s'expliquer devant les Français? Parce que là, tout le monde... Pas forcément. Moi, Enfin, il parle. Hein. Moi, hier, il parlait devant les 1000 conseillers citoyens. Vraiment. Il a été applaudi chaleureusement. Il parle. Enfin, il ne fuit pas le contact avec les gens. Et je vous assure que je l'ai vu hier en prise directe avec les gens, y compris pour faire des selfies après. Est-ce qu'il est lucide sur sa situation? Il est dans un état d'esprit combatif de celui qui se dit « c'est de ma responsabilité de porter jusqu'au bout les réformes que nous voulons faire » et il a demandé à chaque ministre d'être au travail. Chaque étape, il nous a réunis en nous disant « soyez concentrés sur votre tâche ». C'est ce que je fais dans la tâche qui m'a été confiée. Et puis demain, nous serons en train de dire les lignes pour le prochain quinquennat. Il faut être dans les temps. Moi, j'ai fait plusieurs campagnes électorales, pas des présidentielles évidemment, mais j'ai fait plusieurs campagnes électorales. Il y a le moment où c'est ce qui est le bon pour parler à des futurs électeurs. Et je crois que le temps viendra au moment où il déclarera sa candidature, ce qui ne l'empêche pas entre-temps de s'adresser en français, ce qu'il fait. Avant d'accueillir Marc Debony pour les questions des internautes, un mot sur Emmanuel Macron. Il vous agace. Est-ce que c'est un danger pour la gauche? Non, Emmanuel Macron n'est pas un danger pour la gauche. Il ne m'agace. Moi, je n'ai pas d'inimitié particulière pour Emmanuel Macron. La seule chose que j'ai pu lui reprocher, c'est qu'il dise que rien n'a été fait pour les quartiers populaires. Oui, parce que c'était une phrase, un raccourci, oui. Et surtout que je lui ai dit qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient portées par son ministère, l'Agence France Entrepreneur, qui était au sein de ce qu'il veut dire, hein, puisqu'il parle beaucoup de création d'activités, et que qu'il nous fallait le booster. J'ai rencontré Michel Sapin il y a quelques temps de cela, et je crois que nous allons mettre des choses en œuvre. Mais non, il ne m'agace pas. En revanche, ce serait embêtant ce qui serait peut-être dommage pour nous tous, c'est qu'il nuise à la cohérence de ce qu'il a porté, lui aussi, dans les propos qu'il tient, parce qu'il était secrétaire général de l'Élysée, ministre du gouvernement, et qu'il est, comme nous tous, comptable. Moi, j'ai été députée avant. Il faut que nous assumions la responsabilité de ce que nous avons fait. Là, en revanche, je pense que ce serait une faute politique de ne pas le faire. Est-ce qu'il doit se présenter à l'élection primaire de la gauche? C'est une primaire de la gauche. Oui. À lui de nous dire s'il se sent, maintenant qu'il a été ministre de notre gouvernement, pleinement prêt à s'inscrire dans ce que cette primaire porte. C'est à lui qu'on doit poser la question. Vous ne l'appelez pas forcément à participer à la primaire? S'il me dit, moi je me reconnais dans ce qu'est la gauche, etc., et qu'il vit en primaire, ce serait même naturel. Merci Hélène Geoffroy. On accueille maintenant Marc Debony pour vos questions. Posez vos questions à Hélène Geoffroy. Merci. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour Mathilde. Alors, une première question assez intéressante de Patrick qui pose la question. Aujourd'hui, finalement, l'EFN, les Républicains semblent avoir un peu échoué sur aujourd'hui, le Parti Socialiste et les Républicains semblent avoir un peu échoué sur la question des banlieues, puisqu'on a encore ce problème de délaissement. Le Front National, lui, essaye d'investir le terrain. Ils ont un comité thématique. Alors, ils demandent pourquoi ne pas essayer l'EFN. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cet internaute ? Moi, je déconseille qu'on fasse des essais sur des sujets aussi graves avec il y a des élus FN dans des conseils municipaux de banlieue, notamment et de grandes villes, qui prônent une seule chose. Le principe de dire que nous ne pouvons pas vivre ensemble et que donc un certain nombre de ce qui fait notre cohésion nationale, les politiques sociales notamment, doivent être totalement revisitées, voire abandonnées. Alors que les quartiers en politique de la ville sont ceux qui concentrent les personnes les plus en difficulté en termes de niveau de vie. Et c'est pas vrai que nous n'avons rien réussi. J'invite votre internaute, s'il n'habite pas dans un quartier populaire, en tout cas à s'y rendre et voir de visu ce qu'apporte une transformation urbaine
réussi. Nous avons un certain nombre de territoires aujourd'hui pour lesquels c'est le cas et les habitants le disent et le reconnaissent. Simplement, ils rajoutent, il faut aussi que nous allions mieux sur la question de l'emploi et de l'école parce que nos jeunes doivent mieux réussir à l'école. Et vous comprenez qu'il y a quand même des habitants qui se tournent vers le Front National ? Les habitants se tournent vers le Front National parce qu'ils ne voient pas parfois suffisamment rapidement les réponses de l'action publique. C'est vrai, et puis parce qu'on ne leur explique pas assez les choses. Et dans nos villes populaires où il y a, je dirais, toute l'histoire de France, il faut que nous expliquions pourquoi elle est si diverse et comment nous arrivons à faire cohésion malgré tout. Et puis il faut rassurer aussi sur les questions de sécurité, qui est un sujet de tranquillité publique qui revient souvent chez les électeurs du Front National. Redire que nous avons remis les policiers. Je sais que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. La réalité, c'est que moi, je suis élue locale de Vaux-en-Velin, le quinquennat précédent. Nos policiers n'étaient plus dans nos commissariats parce qu'ils avaient été plutôt recentralisés dans les quartiers favorisés. Aujourd'hui, ils reviennent. Aujourd'hui, les habitants les appellent de leur vœu et la tranquillité publique, nous allons pouvoir la gagner. Une autre question, Marc ? Alors, exactement dans la lignée de ce sujet, un habitant des quartiers, Salah Djebienne, dit « On ne votera plus pour le PS parce qu'il y a eu trop d'islamophobie durant ce quinquennat ». C'est vrai qu'on a entendu des mots très durs dans la bouche, par exemple, de Malek Bouti, dans la bouche parfois même de Manuel Valls, quand on parle du problème de l'islam en France ou de l'islam de France. Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas eu, dernièrement, notamment à l'occasion des attentats, de cette période un peu compliquée, des mots trop dur à l'égard de l'islam et des habitants des quartiers. Mais moi, je m'inscris en faux sur le fait que le Parti socialiste ou la gauche seraient les formes qui attaquent. Nous l'avons cessé de redire et j'invite l'internaute à écouter le dernier discours de Manuel Valls il y a une semaine sur les questions de laïcité, où il a redit que l'islam peut être pleinement dans la République et qu'il existe un islam de France. Personne ne l'a remise en cause. Ce que nous avons dit, en revanche, c'est que nous avons besoin, pas seulement dans les quartiers populaires, partout en France, de se réexpliquer ce qu'est le principe de laïcité, ce que sont les valeurs de la République, justement pour éviter les amalgames. Et nous ne sommes pas dans des guerres contre l'islam au gouvernement. Au contraire, nous avons bien redit que nous sommes le gouvernement de tous et que les quartiers populaires sont pleinement dans la nation. Donc je crois que votre auditeur doit... Le débat public a été confus, je l'ai dit, c'est pour ça que j'ai organisé une rentrée citoyenne. Et vous savez, le sujet le plus d'actualité a été encore une fois comment nous réussissons mieux et comment la promesse républicaine s'incarne-t-elle le mieux. Alors, toujours un peu dans cette idée, Monique dit 1 milliard d'euros pour les quartiers défavorisés, c'est bien. Mais maintenant, est-ce que ça n'arrive pas un peu trop tard? Et est-ce que l'argent, ça va suffire? Nous avons fini, alors il n'y a pas qu'1 milliard d'euros, je le rajoute, il y a 5 milliards d'euros qui étaient déjà depuis le début du quinquennat. On en a rajouté un, plus ce qu'ils vont appeler les 12 milliards d'euros des collectivités locales. Donc vous voyez, on n'est plus du tout à 1 milliard. Et puis l'argent, nous avons aussi fini le premier programme de renouvellement urbain de 11 milliards que nous avait laissé en héritage le quinquennat précédent et que nous sommes en train d'achever. Puis ce sont des moyens aux collectivités. L'enjeu, quelle est la différence aujourd'hui depuis 2014 avec la loi Lamy? Ça a été de dire, non seulement nous transformons physiquement les quartiers, mais nous faisons une politique de l'emploi, de la santé, de l'école à destination des quartiers en politique de la ville. Et donc maintenant, ce sont des enseignants en plus dans nos écoles, des maîtres en plus que des classes, vous le savez, dans l'école primaire. C'est une refonte de l'éducation prioritaire parce qu'on sait aussi les questionnements qu'elle a eus. Donc c'est cet ensemble-là, tout en même temps que nous faisons, et la participation des habitants avec les conseils citoyens. Ça va forcément passer pour une mesure électoraliste. On a 6 mois d'élection présidentielle. Le constat qui est fait, et je le dis parce que je l'ai beaucoup porté, ça a été de se dire... Nous avons l'argent pour faire le bâti. Or, les collectivités locales, parce qu'il y a aussi des annonces pour les collectivités locales, 50 millions d'euros aussi, elles ont été, les collectivités qui ont des programmes en renouvellement urbain, ça a été de dire, si nous faisons du bâti sans faire les équipements publics, ça veut dire que nous transformons à moitié le quartier, or il nous faut redonner de l'attractivité. Et les collectivités nous ont dit aussi les difficultés pour refaire les écoles, parce que ce sont les villes aussi les plus pauvres, pour refaire les gymnases et les centres culturels. Donc l'État a dit, OK, nous allons accélérer ce programme en vous aidant. Donc ce n'est pas une prise de conscience tardive, c'est plutôt un accompagnement complémentaire sur une compétence qui n'est pas la nôtre a priori. Une dernière question de Yves Aguila. Il remarque en fait la satisfaction affichée par un certain nombre de ministres du gouvernement actuellement. Il s'interroge, est-ce qu'il n'y a quand même pas un contraste saisissant, étonnant, avec ces 4% de gens satisfaits dans les sondages par rapport à ce bilan brillant que vous dressez du quinquennat?
On ne peut que nous-mêmes s'interroger sur le fait que nous n'ayons pas réussi à expliquer ce que nous avons fait et expliquer ce que nous avons réussi à redresser. Peut-être parce que nous n'avons pas assez dit nous partions au départ. Peut-être parce qu'à un moment, dans ma propre famille politique, la diversité des opinions a nui à la cohérence et la lisibilité du message. Trop de couacs, comme on dit. Moi, je pense qu'on a trop débattu entre nous devant toute la France et qu'il aurait mieux fallu que nous débattions vraiment dans la famille politique plutôt que débattre devant tous les Français. Vous pensez à quoi quand vous dites ça? Parce que je pense qu'on a été anxiogène, par exemple. On a été anxiogène. Non, je pense au débat que nous avons eu sur toute la partie économique. Non, sur la partie économique qui était un sujet, même en amont, quand j'étais encore députée à la Commission Affaires sociales, qui étaient des sujets sur lesquels nous étions en train de construire un cap pour redresser la question du chômage. Aujourd'hui, nous sommes en train d'y arriver, sauf que les débats internes très vifs ont finalement fait perdre la lisibilité. Donc nous portons une part de responsabilité dans ce que nous renvoient les Français. Évidemment, je ne les accuse pas de ne rien comprendre à ce que nous faisons, ce serait trop arrogant. En revanche, se dire que nous avons, et j'espère que le temps qui s'ouvre nous permettra de prendre le temps d'expliquer les choses et que chacun se fasse son opinion. Merci Hélène Geoffroy. Merci. Est-ce qu'à la fin du quinquennat, vous allez vous représenter aux élections législatives? Je n'ai pas encore pris ma décision. Vous êtes élue dans le Rhône? Je suis élue dans le Rhône. J'ai gagné la ville de Vaux-en-Velin en 2014. Quand je suis rentrée au gouvernement, j'étais députée maire de la ville de Vaux-en-Velin. Donc j'ai un choix à faire et je l'annoncerai dans quelques jours. Et Najat Vallaud-Belkacem, vous allez l'aider pour sa candidature? Bien sûr, bien sûr. Je ne doute pas, nos villes sont voisines, Villeurbanne et Vaux-en-Velin. Et quel que soit le choix que je fais, en tout cas pour ma candidature, je serai à ses côtés, évidemment. Mais ceci dit, je sais l'enthousiasme qu'elle soulèvera. Elle est attendue avec impatience. Merci Hélène Geoffroy, merci Marc Debony. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver le talk à partir de mercredi prochain. Merci à tous.